On va y aller doucement. Alors, petit rappel, bon, théoriquement, vous savez déjà qui on est. Datalchemy, nous sommes un cabinet de conseil et de développement en deep learning, machine learning. On travaille pour pas mal d'acteurs différents. Ça va de GE Healthcare à la SNCF en passant par Valeo, la direction de l'aviation civile, le cabinet du Premier ministre, la DILA, l'école 42, etc. Évidemment, si vous avez besoin de nous, et veuillez excuser ce petit intervalle commercial, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Je précise que dans le cadre de cette conférence, comme d'habitude, certains d'entre vous vont avoir des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous le voulez. Et si jamais vous avez des questions avec une forme de confidentialité, comme d'habitude, et certains d'entre vous n'hésitent pas, vous pouvez nous poser vos questions en direct. On peut se parler en direct, il n'y aura pas de souci. Et donc, cet intermède commercial étant commencé, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, on va parler de causalité et d'intelligence artificielle. Et là, il y a un sujet quand même qui est d'autant plus d'actualité que vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai le malheur de consulter LinkedIn, et le mot malheur est parfaitement choisi, eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les IA sont capables de raisonnement. On a vu ChatGPT, on a DeepSeek récemment. Et ce qui se cache derrière ce raisonnement, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo du chain opt-out dépilé. C'est-à-dire qu'on va forcer, en fait, via le prompting, l'agent, on va parler d'agent, c'est un terme à la mode, même s'il n'a pas vraiment de définition scientifique, pour que l'agent LLM soit mieux orienté. Autrement dit, on va essayer de mieux cadrer. Or, quand on pose la question de la causalité, donc vraiment la capacité d'une information à conditionner une autre information, je vais vous donner un exemple très bête, la gravité existe, je lâche quelque chose, il tombe. Il y a un lien direct de causalité. Et qu'on s'intéresse à ce que la recherche académique de pointe arrive à faire en causalité, eh bien, on se rend compte que cette notion de raisonnement n'est pas si acquise que ça. Et on peut d'ailleurs observer, et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui, que quand on entend dire que des IA raisonnent et sont capables de raisonnement, on a envie de dire qu'évidemment, elles sont capables d'appréhender la causalité. On ne peut pas raisonner sans un lien de cause à conséquence. Et à ce stade, je vous épargne une citation de Kant qui serait totalement inutile. Voilà. Et pourtant, la question académique de maîtriser, d'exploiter, d'utiliser cette causalité, aujourd'hui, c'est un sujet de recherche en cours et c'est un sujet de recherche qui connaît des succès, mais qui connaît aussi des difficultés. Et un des problèmes fondamentaux, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle, quand on fait du deep learning, quand on fait du machine learning, on fait de l'inférence statistique. L'inférence statistique, c'est observer que des événements se produisent plus ou moins en même temps. C'est ça l'inférence statistique. J'ai deux variables, par exemple, j'ai une pièce, j'ai la température dans cette pièce, j'ai une fenêtre. Je fais plein de mesures si la fenêtre est ouverte ou fermée et de la température. Je vais statistiquement observer qu'il y a une corrélation entre l'ouverture de la fenêtre et la température est plus basse. L'inférence causale, ce qu'on voudrait, c'est la capacité à dire l'ouverture de fenêtre implique la diminution de température. Et il faut savoir que c'est en 2020, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, 2020, on est à 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est une seconde dans la recherche académique. Eh bien, c'est en 2020 qu'on a eu un premier travail qui a cherché à reformuler le problème d'inférence statistique comme une forme de recherche de causalité. Et pour de vrai, ce qui va nous intéresser, c'est un travail fondateur qui date de 2021. Le premier auteur est Scholkopf, et je le prononce sûrement très mal, mais on remarquera dans les auteurs la présence de M. Bengio, qui reste un des papes, un des vrais prescripteurs en intelligence artificielle. Et donc, ce travail, le but, c'est de fonder un nouveau domaine. Ce domaine, c'est le Causal Representational Learning, la capacité d'apprendre une représentation des choses, mais qui soit causale. Autrement dit, ce travail scientifique, cette publie, ne donnait pas de solution, mais elle exposait un vrai besoin, un vrai problème, qui était qu'aujourd'hui, quel que soit le modèle dont on parle, que l'on parle d'un ChatGPT, que l'on parle d'un modèle d'Inno-V2, ce que vous voulez, aujourd'hui, il est entraîné statistiquement. Est-ce qu'on peut retrouver un lien entre des entrées et des sorties? Et à l'époque, ces auteurs ont argumenté sur le fait qu'il fallait potentiellement arrêter de faire ça et chercher de nouveaux modèles qui étaient capables d'appréhender cette notion de causalité. Autrement dit, des modèles qui seraient capables, face à une donnée, d'identifier les causes profondes d'un phénomène, les raisons d'une affirmation et de pouvoir les exposer. Il y a trois grands intérêts à cette approche qui, à l'époque, ont été poussés par ces auteurs, et trois intérêts d'ailleurs qui en creux montrent bien des limites fondamentales de tous nos modèles deep learning. Déjà, l'intérêt, c'est quoi? C'est la robustesse. On le sait, quel que soit le modèle IA dont on parle, il va être sensible aux biais dans la donnée
et à ce qu'on appelle le distribution drift. Autrement dit, à un moment donné, on a appris à résoudre un problème par rapport à une donnée, mais cette donnée a évolué, un cas de figure dans le médical, ce n'est plus le même praticien, c'est plus la même machine, c'est plus le même protocole. Et on sait que dans ce cas-là, un modèle classique est très vite en game over. On a un drift de distribution, eh bien, on sait que le pire peut arriver, on sait qu'on va avoir des problèmes. Un modèle causal, lui, serait capable d'aller au-delà parce qu'il identifierait à travers la donnée des mécanismes beaucoup plus génériques. Et donc, un modèle causal pourrait prétendre à beaucoup plus de robustesse. Le deuxième argument fort pour la causalité, c'est la réutilisation. Aujourd'hui, vous faites du deep learning, vous le savez aussi bien que moi, on réentraîne des modèles constamment. On a une nouvelle donnée, on va réentraîner le modèle, etc., etc. Et donc, on a un gros problème de modularité. On a une perte d'efficacité qui est lamentable. Alors, on a des modèles de type fondation comme Dino-V2 qui vont essayer de proposer des features représentant la donnée en entrée et ensuite on va exploiter ces features. Donc là, on va avoir de la réutilisation, mais on reste quand même sensible au fait que le modèle a été entraîné statistiquement et donc potentiellement, ce qu'il n'a jamais vu ou ce qu'il a vu comportant des biais, il ne pourra pas l'utiliser. Un modèle causal serait beaucoup plus efficace. Le troisième argument, c'est la qualité. Effectivement, et là, on peut prendre un exemple direct. Quand je fais de l'inférence statistique, typiquement, imaginons, je prends des photos dans la rue et puis j'observe que quand les gens ont des parapluies, il est en train de pleuvoir. Oui, sauf qu'à un moment, ce que je veux, c'est pouvoir agir sur le phénomène. Et un modèle statistique, potentiellement, pourra nous prétendre que si je ferme les parapluies, il cessera de pleuvoir. Bon, écoutez, vous, je ne sais pas, moi j'habite à Nantes, en Bretagne maintenant, je peux vous assurer que la pluie ne s'arrête pas. Donc ça, c'est les enjeux. Et donc, fondamentalement, ce dont on a besoin pour pouvoir travailler, c'est des interventions. Autrement dit, il faudrait que dans la donnée, on puisse observer la modification d'une variable fondamentale, une variable causale. Par exemple, et je prends cet exemple volontairement, peut-on modifier la gravité et observer les conséquences? Si on veut qu'un modèle apprenne sur ce genre d'informations, il faut lui exposer un moyen de découvrir un peu ces variables fondamentales. Et donc, et ça j'en parle pourquoi? Parce que c'est l'énorme difficulté de ce domaine. On veut passer, et c'est le schéma qui est là au milieu, d'un modèle statistique à un modèle causal. C'est quoi ce schéma? On a notre rectangle rose avec 3 gros ronds. Chaque rond, on va dire que c'est une variable fondamentale au sens causal. Donc vraiment une variable qui explique le mécanisme qu'on est en train d'observer. Aujourd'hui, quand on est en statistique, eh bien, on a différentes expressions des variables et on observe en résultat un peu la distribution de ces variables, comment ça se répartit en termes de distribution. C'est ça qu'apprend le modèle. Il apprend à relier des évolutions des variables initiales vers le résultat final. Un modèle causal, lui, devrait être capable d'apprendre qu'est-ce qui se passe quand on intervient. Et c'est pour ça que là, on n'a plus un seul rectangle rose, on en a plein, et vous remarquerez des petits marteaux. Ces petits marteaux signalent la possibilité d'une intervention. Autrement dit, imaginons qu'on a 3 grandes variables fondamentales, eh bien, il faudrait qu'on puisse observer ce qui se passe quand on modifie chacune de ces variables fondamentales pour obtenir différentes distributions. Et ça nous permettrait de travailler. Encore une fois, là, on ne propose pas des solutions, on expose le besoin qu'on aurait pour pouvoir travailler en causalité. Notons, et ça aussi c'est important, je m'excuse, alors c'est un peu scientifique aujourd'hui, mais là c'est un peu nécessaire, que déjà à l'époque, on fait 2 postulats et que ces postulats ne sont pas évidents. Et d'ailleurs, ces postulats, on va les questionner. Premier postulat, on part du principe que quand on observe un phénomène, il existe des variables fondamentales, des variables causales. Et donc le principe de dire que ces variables causales, ces mécanismes causaux sont indépendants, c'est de dire que si je modifie une cause, je ne touche pas aux autres causes. Alors, sur des exemples simples, on peut imaginer que c'est vrai, mais attention, ce genre de postulat se paye. Et typiquement, ce ne sera pas forcément vrai. L'autre postulat qu'on va faire, c'est que quand on a une modification de la donnée observée, du phénomène observé, dans les sources d'informations, dans les variables causales fondamentales qui vont agir, eh bien, toutes ne vont pas être modifiées, il n'y en aura qu'une. Autrement dit, on fait le postulat que sur le phénomène sur lequel on travaille, il y a des variables de causalité, donc des variables qui vont entraîner en conséquence tout ce qu'on va observer dans le phénomène, qui permettent d'expliquer ce qui se passe, d'expliciter, et surtout qui sont indépendantes. Il y a peut-être une question. Alors, est-ce qu'on est capable d'interpréter la donnée intermédiaire? Est-ce que c'est pas juste ultra galère? Ultra galère étant un terme de data scientist parfaitement apprécié. Eh bien si, effectivement. Et c'est même pas interprété en fait. Alors, petit spoiler, mais la question est posée. Il y a plein de phénomènes où on ne sait pas avoir ces interventions.
on n'est même pas sûr qu'elle soit possible. Parce que là, attention, on parle de faire des interventions sur des variables causales initiales. Déjà, est-ce que ces variables causales existent? C'est une question. Et juste après, on va repartir d'un workshop très récent du NeurIPS pour voir où en est la recherche actuelle. On va voir que ce n'est pas du tout une question évidente. Mais en plus, est-ce qu'on est capable d'agir dessus? Eh bien, en fait, c'est une vraie question. Donc, la réponse, c'est on peut essayer, mais c'est très difficile. Et ce qu'on va observer juste après, c'est dans quel cas on y arrive et dans quel cas on n'y arrive pas. Si jamais ma réponse ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à rebondir. Donc, qu'est-ce qu'on espère? Là, on a un syndrome de renforcement assez classique. Ceux qui, parmi vous, ont fait de la robotique connaissent ce genre d'action. On a un bras robot qui veut manipuler des formes simples. Et nous, ce qu'on espère retrouver, ce qui est inconnu, c'est ce graphe de causalité. C'est quoi ce graphe de causalité ici? Ben déjà, dans ce graphe de causalité, j'ai des objets qui doivent être identifiés. Parce que moi, quand j'observe ça, je vois que des pixels en RGB. J'ai des pixels rouges, etc. Mais déjà, je veux identifier les éléments. Je veux identifier les éléments que je peux déplacer et je veux les distinguer des éléments sur lesquels je vais agir. Autrement dit, les différents appendices du bras robot. Mais je veux aussi pouvoir modéliser les notions de friction et les notions de causalité. Et donc, l'espoir qu'on voudrait, c'est avoir des modèles capables d'extraire des représentations. On retrouve le principe du deep learning qui est de dire j'ai une information complexe un peu dégueulasse et j'en extrais des features, des variables, des formes d'embedding qui soient exploitables. Mais en plus, derrière, je veux utiliser cette représentation pour faire des tâches plus ou moins intéressantes, notamment le contrôle du bras robot. Et l'enjeu d'une intervention serait de pouvoir causer des choses. Ici, on peut imaginer qu'on a forcé la chute d'un objet ou qu'on a forcé plutôt le fait que se desserre un peu le bras robot et du coup, qu'on peut expliciter le fait que notre cube rouge tombe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la recherche de causalité est extrêmement liée à la question de l'interprétabilité. Et l'interprétabilité, c'est un domaine parallèle à la recherche de causalité qui travaille depuis 2014 et qui, honnêtement, broute plus qu'autre chose. On a beaucoup de mal à faire de l'interprétabilité, de l'explicabilité aujourd'hui en deep learning. Donc ça, c'est un peu les enjeux de l'apprentissage causal. Sauf que maintenant, on va faire une petite téléportation temporelle. On était en 2021 et en 2021, ce qu'ont sorti les auteurs, c'était un manifeste. Il n'y avait pas de solution dedans. C'était dire, bon, ben, idéalement, il faudrait qu'on fasse ça. Depuis 2021, une tonne de chercheurs ont travaillé là-dessus. Et ben, il y a des problèmes fondamentaux qui sont apparus quand même assez vite. Déjà, on cherche des variables qui soient causales et qui soient fondamentales, originelles. Déjà, est-ce qu'elles existent? Et ben, aujourd'hui encore, c'est une question assez ouverte. Et selon le problème qu'on a, la réponse est oui ou la réponse est vraiment moins évidente. Sur un bras robot qui manipule une forme simple, ok, je fais de la physique de base et je peux à la limite réfléchir et trouver ces variables causales. Maintenant, si je vous parle de diagnostic médical sur une radio du poumon, ben là, je peux aller voir les meilleurs radiologues, les meilleurs praticiens hospitaliers du monde. Je vais avoir des débats. Mon graphe causal acceptable, je ne vais pas forcément l'avoir à la fin. Par même spoiler, je ne l'aurai pas. Et puis, il y a un autre enjeu. Imaginons qu'il y ait des variables causales. Est-ce qu'il y a un unique moyen de représenter ces variables causales? Autrement dit, est-ce que le problème est bien posé? Donc ça, c'est un cas de figure qui a quand même fait couler beaucoup d'encre dans la recherche. Et puis, il y a un deuxième point. C'est ces fameuses interventions. Déjà, le deep learning, c'est compliqué parce qu'on a besoin de beaucoup de données. Et encore, on n'a pas besoin de beaucoup de données, on a besoin d'une donnée qui soit suffisamment variée. Et quand je dis ça, je résume le principal problème de la plupart des travaux IA depuis 10 ans. On commence à s'ennuyer. Dès lors que je veux faire de l'apprentissage causal, il faut que dans cette donnée, j'ai des formes d'intervention. Voilà, qu'elles soient directes ou indirectes, il faut bien que j'ai des observations où la variable causale initiale, dont je ne suis même pas sûr qu'elle existe, attention, ait été modifiée pour pouvoir réussir à travailler. Eh bien, à partir de maintenant, je vous propose de passer sur quelque chose de plus pratique, qui est en fait un retour sur un workshop du NeurIPS. Donc, pour rappel, le NeurIPS, c'est la première conférence au monde en deep learning. Elle a ses défauts, mais ça reste quand même une référence. Et dans le cadre de cette conférence, il y a des workshops. Et d'ailleurs, petite information, si jamais il y a un domaine spécifique qui vous intéresse, allez regarder si un workshop correspond. C'est le meilleur moyen de regarder à un instant T où en est la recherche académique, quelles difficultés rencontrent les chercheurs et quels accomplissements ils ont réussi à avoir. Et donc, il y a eu le CALM, qui était un workshop dédié à la causalité et aux large models. Parce qu'en effet, pour l'instant, j'ai parlé de deep learning d'une manière générale, mais depuis 2-3 ans, on a des modèles de plus en plus gros. Et ces modèles étant plus gros, ils sont beaucoup plus pénibles et se pose la question, mais est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit de causal avec? Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est différents travaux, certains négatifs, certains positifs, mais ça va permettre d'avoir un peu de recul par rapport à ces choses-là.
Alors, précision, je ne prends pas tous les travaux qui ont été exposés pendant ce workshop. Ce que j'ai pris, c'est les principaux qui ont été présentés en oraux et 2 qui étaient un peu intéressants. Mais je vous encourage à aller voir. Il y a pas mal de choses dans des cas plus appliqués qui peuvent être intéressantes. Et donc, le premier travail qui est assez intéressant, alors, il est intéressant non pas parce qu'il va dans la causalité. Lui, il fait un aveu d'échec, mais cet aveu d'échec peut nous intéresser. Et derrière, il fait le lien avec un autre domaine qui est celui d'interprétabilité. En effet, dans cette publi, From Causal to Concept-Based Representation Learning, les auteurs plaident pour dire il faut qu'on arrête la causalité. Enfin, il ne faut pas qu'on arrête complètement, il y a plein de choses qui sont intéressantes, notamment chercher à modéliser par un graphe ou identifier des éléments, mais cette notion de causalité est mal posée. Et ça, je vous l'épargne, mais dans la publication, il y a des calculs de volumétrie. On a réussi en 5 ans à avoir au moins des bornes et à dire, OK, si on cherche à modéliser la causalité dans un problème, et qu'on part du principe qu'il y a un certain nombre de variables causales spécifiques, voilà la volumétrie du dataset minimal dont on aurait besoin pour travailler. Et l'observation, c'est que depuis 4 ans, les chercheurs travaillent sur 2 ou 3 datasets maximum parce qu'on manque de datasets en causalité. Donc, à l'époque, l'enjeu, c'est. Donc, pardon, sur cette publi, les auteurs proposent, enfin, se font l'avocat d'une approche où on abandonne cette recherche de causalité et on refait le lien avec l'interprétabilité. Quand on dit qu'on fait le lien avec l'interprétabilité, on fait le lien avec tous ces travaux de compréhension de ce qui se passe dans un réseau de neurones. Mais là, pour le coup, on ne va pas essayer de comprendre l'ensemble des calculs. Encore une fois, un réseau de neurones, c'est tellement de calculs simples agrégés les uns sur les autres que même si on est capable de regarder ce qui se passe à un endroit, avoir une vision d'ensemble, aujourd'hui encore, on ne sait pas faire. Là, l'enjeu, c'est essayer de modéliser des concepts, c'est-à-dire de considérer qu'un modèle qui a appris à gérer une donnée dans toute sa complexité, quelque part va apprendre d'une manière directe ou indirecte à modéliser des concepts un peu plus fondamentaux. Et ces concepts ensuite peuvent être vus comme des causes, mais là, la notion de cause se mélange avec la notion de concept fondamental. Ce n'est pas un mélange idiot, mais ça limite la notion de réflexion. Et le postulat qu'ils font, qui est un postulat qui est intéressant et qui peut rejoindre d'autres travaux en interprétabilité, c'est que si j'ai un concept donné, les déclinaisons de ces concepts vont être dans des sous-espaces affines différents. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. L'exemple que prennent les auteurs, c'est CLIP. CLIP, rappelle OpenAI, c'est la capacité à joindre du langage naturel ou une image dans un même espace. Et là, il pose la question, CLIP, quand il prend une image et qu'il est capable de catégoriser une image, ou tout du moins de la représenter par un vecteur beaucoup plus simple, est-ce que CLIP n'apprend pas implicitement des concepts un peu fondateurs qui alimenteraient du coup ce vecteur? Là, qu'ont fait les auteurs, ils ont généré plein d'images de formes simples en 3 dimensions. Alors simple, on est sur des cubes, des cylindres, des balles ou des ellipsoïdes. Et donc, ils ont cherché un vecteur concept, H-shape, tel que quand on fait le produit scalaire par ce vecteur très simple des représentations, eh bien, on observe bien une séparation du concept. Et effectivement, les auteurs ont réussi à trouver un vecteur concept tel que, en fonction de la distribution, de la projection de la représentation de l'information sur ce vecteur, on observe une séparation claire entre les cubes, les cylindres, les boules, les sphères, excusez-moi, et les ellipses. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce genre de choses peut permettre derrière de mieux guider des travaux et notamment d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le réseau de neurones en cherchant quels concepts sont activés. Là, le vrai résultat impressionnant, c'est qu'on a une séparation nette sur une approche très très simple. Là où, par exemple, aujourd'hui, quand on essaye de faire de l'interprétabilité de large language model, on va faire ce qu'on appelle du sparse auto-encoding. Autrement dit, on va prendre l'embedding intermédiaire et on va essayer de le mettre sur beaucoup plus de dimensions, mais avec un nombre de dimensions non nulles très très réduit. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on prétend faire de l'interprétabilité en LLM. Ça reste limité. Bon. La morale de ce travail, c'est quoi? C'est de dire que la causalité, potentiellement, c'est impossible. On va avoir une vision un peu moins caricaturale en sortant de ce webinaire, mais ça reste un argument aujourd'hui important pour maîtriser, appréhender les limites de ces modèles. Un deuxième travail, alors là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus appliqué, mais qui est intéressant. Et là, l'enjeu, ce n'est pas de démontrer la causalité, etc. C'est plutôt d'attaquer un problème précis et de voir si, en exploitant ce que la recherche en causalité a pu trouver, on ne peut pas améliorer les résultats. Donc, là où, avant, on était dans la théorie et on essayait de réfléchir d'une manière très générale, là, on remet un pied dans l'empirisme, mais quelque part avec l'enjeu d'avoir des outils.
Le problème, quel est-il? Et ça vient de Toyota Research, c'est de classifier des textes extrêmement courts. Et je ne sais pas si vous avez vécu ce cas de figure-là, mais classifier des textes extrêmement courts, même avec le dernier ChatGPT qui brille et ses dorures, eh ben en fait, c'est un problème extrêmement complexe parce que qui dit texte court dit qu'on a un manque d'informations assez incroyable et un LLM, moins on lui donne d'infos en entrée, plus il va halluciner. On aura toujours une réponse, ça vous l'avez sûrement vécu aussi. Par contre, que vaut cette réponse? C'est la question désagréable qu'on se pose à chaque fois. Donc là, on a des messages qui sont des rapports faits par des gens sur des incidents. Je crois qu'on est dans le ferroviaire japonais. Donc voilà, Kuchilaxis 20, OK, ça c'est un identifiant. On a eu un déraillement de 9 voitures à cause de conditions extrêmes de vent. Ou alors l'équipe de tel train n'a pas été dans la même position parce que le train allait dans la mauvaise direction, etc., etc. Si j'essaye de classifier naïvement ces textes avec un LLM, je vais galérer. Et là, du coup, l'enjeu, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une approche, c'est ce que représente ce schéma, en 3 étapes. Déjà, sur chaque texte, et ça, un LLM va réussir à le faire, attention, empiriquement, mais parce que les choses sont quand même aussi bien formatées, attention, c'est distinguer la cause de l'effet. Voilà, donc cause en vert, effet en bleu. Ça, à la limite, c'est de l'appel LLM, ça marchera. Ensuite, on va représenter du coup ces éléments par des vecteurs latents. Donc là, on va aller chercher des embeddings dans un LLM et on va représenter ces éléments par des embeddings. Rappel, alors je peux dire beaucoup de mal sur l'IA, mais on a toujours quand même ce miracle du deep learning qui est de la réduction de dimension. J'ai une information textuelle, je ne sais pas quoi en faire, je remplace ça par un vecteur beaucoup plus simple sur lequel je peux travailler mathématiquement. Et donc, ces vecteurs vont alimenter un graphe. Alors là, on met un pied dans un domaine, je ne sais pas si vous le connaissez, qui sont les graphes neural network. Aujourd'hui, on a tout un pan du deep learning qui permet de travailler sur des graphes, qui est intéressant. Alors, c'est utilisé en extraction documentaire par certains. C'est utilisé beaucoup en physique, c'est utilisé en modélisation de systèmes complexes, etc., etc. C'est un domaine qui est vieux depuis 2015, mais qui est utilisé dans certains domaines très spécialisés. Et on va utiliser du coup ce graphe pour générer, d'une manière semi-supervisée, des classifications. Et parce qu'on va avoir ce graphe où différentes notes de texte vont avoir la même cause, eh bien, on va avoir un apprentissage qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus robuste pour trouver justement ces classifications. Et à la fin, on aura des classes prédites qui seront beaucoup plus satisfaisantes. Ça, alors, Dieu sait que je conseille de se méfier de l'empirisme. Nous, on a eu pas mal de cas de figure. Typiquement, on a travaillé sur des comptes rendus de gens qui faisaient des visites à domicile, visites médicales à domicile, où en général, vous avez un texte très très vite fait, très très court, et dedans se cache parfois une information importante. Travailler là-dessus, c'est vraiment pas trivial. Encore une fois, on a un manque d'informations. Ce type d'approche, c'est un véritable outil pour essayer d'améliorer les choses et travailler de manière plus sereine, sachant qu'évidemment, ce ne sera pas automatique, et un expert va quand même pouvoir contrôler notamment la distance entre les embeddings pour vérifier que les classifications qu'on donne en sortie ne sont pas trop déconnantes. Alors, une autre application, mais celle-là, je pense qu'elle est importante pour se faire une idée un peu concrète de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des graphes causaux qui, vous le remarquez, sont extrêmement simples. Et c'est là-dessus que je vais insister, avec des LLM. On rentre un peu dans cette névrose du monde de la recherche qu'on a depuis un an, qui est particulièrement irritante, qui est, on a un problème, est-ce que les LLM ne pourraient pas les améliorer? Dans certains cas, pourquoi pas? Dans d'autres cas, c'est un peu plus ennuyant. Et donc là, les auteurs sont partis d'un dataset qui reste assez limité, notamment le dataset de cancer, où on a des éléments et ils ont essayé de voir si un LLM était capable, en moyenne, de retrouver l'élément manquant. Alors, on a différents types de difficultés et on va pouvoir les voir. En haut à droite, on est sur le plus simple. OK, je sais que quelqu'un a fumé, ça a causé quelque chose d'autre et on a une dyspnéa en sortie. Et vous remarquerez qu'on ne va pas lui demander d'improviser la réponse. On va lui demander de trouver parmi les éléments donnés. Ça, c'est intéressant parce qu'empiriquement, c'est ce genre d'approche qui a une chance de marcher quand on appelle un LLM. Donc, on lui propose le temps, les ventes de livres, movie rating et bronchite. Bon, j'ai envie de dire, le LLM nous trouve bronchite, on peut être fier de lui, mais ce n'est pas un accomplissement scientifique dans la mesure où c'est le seul terme médical. Et là, on pourrait prétendre que le modèle remplit le graphe. Pour de vrai, potentiellement, il trouve le terme médical le moins foireux. Le problème peut être un peu plus complexe quand on a un autre nœud qu'on a supprimé, mais on a pris son contenu pour le mettre dans les suggestions qu'on fait au LLM.
où là, effectivement, l'enjeu, c'est qu'il n'aille pas confondre. Par contre, on remarquera que dans les propositions qu'on lui fait, ben, en fait, il n'a qu'un seul perturbateur crédible, le cancer du poumon par rapport à bronchite. Par contre, il a le temps, les ventes de livres et les movie ratings, qui, eux, ne sont pas très intéressants. On rentre en complexité quand là, justement, on lui donne uniquement des éléments médicaux. Bronchite. Et là, on aura des résultats qui vont déjà se dégrader. Et le problème plus complexe, c'est quand on a un graphe avec plusieurs nœuds qui sont donnés et qu'on cherche une des variables parmi différentes solutions. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste à ce point-là sur vous décrire les cas d'usage? Parce que là, en creux, ce qui est montré, c'est ce qui marche aujourd'hui le mieux, ou parmi les choses qui marchent le mieux, pour incrémenter un graphe causal. Autrement dit, le LLM est interrogé, mais il est extrêmement cadré, ce LLM. On n'est pas sur un LLM qui nous génère un graphe causal magiquement. Ça ne marche pas. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et on peut en débattre. Mais en tout cas, ça, c'est aujourd'hui ce qu'on arrive. Et on ne va pas non plus passer 10 ans sur cette publi. Notons qu'en termes de similarité, on a des scores qui ne sont pas incroyables. Typiquement sur le cancer, avec GPT-4, on arrive à du 0,5 de similarité d'embedding entre ce qui est donné et ce qu'il aurait dû trouver. Honnêtement, ce n'est pas top. Donc l'enseignement qu'on peut en trouver, c'est que oui, un LLM peut être utilisé pour faire de l'enrichissement de graphes causaux. Par contre, on sera sur de l'assistance à experts, on ne sera pas sur de l'automatisation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire pour quasiment tous les outils IA. Mais là, c'est particulièrement important et ce type d'approche peut être très intéressante si elle se met dans un cadre un peu intelligent où on optimise le temps qu'on demande à un expert pour lui permettre de remplir des choses impertinentes. Continuons un petit peu. Et là, on rentre dans un travail qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant et c'est sans doute le plus intéressant depuis le workshop du calme. Ici, l'enjeu, c'est quoi en fait? On va avoir un enjeu beaucoup plus ambitieux qui est de dire j'ai du texte et je veux générer mon graphe causal. Je veux en fait représenter un petit peu l'information présente de ce texte avec un graphe de causalité, avec des éléments qui s'impliquent les uns les autres. Et ce travail, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il repart de beaucoup de travaux qui ont essayé de faire ça et il propose une nouvelle solution qui à la fois est très pertinente sur le plan théorique, mais aussi pertinente sur le plan pratique. Alors, j'en reparlerai un peu après pour faire le lien, mais là, on s'approche de certaines combinaisons de ce qu'on appelle le graphe RAG. RAG, Retrieval Augmented Generation, j'ai une base documentaire et je cherche en aveugle dedans en priant pour trouver les bonnes choses. Graphe RAG, j'essaye d'exploiter des graphes de causalité, mais souvent avec une approche massive qui ensuite peut gâcher les choses. L'affirmation des experts, c'est quoi? C'est de dire que, plutôt, excusez-moi, je vais dire dans un autre sens, aujourd'hui, l'approche principale qu'on a pour générer ce graphe causal, et elle n'est pas glorieuse, c'est considérer que j'ai plein d'affirmations. Voilà, typiquement, j'ai l'affirmation fumer, j'ai l'affirmation faire du sport, j'ai l'affirmation avoir un cancer du poumon ou manger des moules de foie, ce dernier ne venant pas de la publi, mais plutôt de ma petite personne qui commençait à déprimer sur les sujets. Et ce que faisaient les auteurs jusqu'ici, c'est qu'ils prenaient tous les couples, fumer et faire du sport et avoir un cancer du poumon, fumer et avoir un cancer du poumon, fumer et manger des moules de foie. Et pour chaque couple d'affirmations, ils demandaient à un LLM, est-ce que l'une de ces affirmations implique l'autre? Alors déjà, ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre. Ça, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de recherche. Je veux générer ce qu'on faisait de mieux. Je veux générer un graphe de causalité. Je vais prendre tous les couples d'affirmations et je vais demander à un LLM, voire même plusieurs fois, parce que on sait que la réponse unitaire est dangereuse et on ne se prive pas de faire 3 appels pour avoir une moyenne qu'on espère un peu plus stable, mais à ce stade, soyons lucides, on est désespéré. Et donc, on appelait pour essayer de dire, OK, ça, le LLM me dit que A cause B, c'est intéressant. Puis A cause C. Et puis, on agrégeait toutes ces affirmations pour générer un graphe causal. Or, cet appel a un problème fondamental, c'est qu'on va rater des variables cachées. L'exemple que donnent les auteurs, c'est que si on a le couple cancer du poumon vers rayon X positif, le LLM va nous dire oui, si tu as un cancer du poumon, tu auras des rayons X positifs. Or, nous, dans notre graphe, parce qu'on s'intéresse au parcours patient, avant d'avoir des rayons X positifs, il faut quand même une visite médicale, voire même la prescription d'une radio. Or, comme j'appelle le LLM sur un couple d'informations et que visite médicale n'est pas dedans, évidemment, je vais perdre ça. On retrouve un peu la problématique de questionner ce que ça peut être mon graphe causal initial. Sauf que là, on ne va pas aller trop sur le plan théorique, on va laisser de côté le débat de est-ce que ces variables causales fondamentales existent. On va quand même poser la question de à quel point ce que je fais quand je demande à un LLM
de me trouver des relations de causalité, je fais n'importe quoi ou pas. Et là, on a deux arguments qui sont très intéressants dans cette publication. Déjà, sur le plan théorique, cette publication change le paradigme. Et en fait, ce que disent les auteurs, c'est que on ne va pas demander au LLM de générer un graphe causal. Ça n'est pas pertinent. Ce qu'on va lui demander, c'est une forme de topologie sur la causalité. Autrement dit, on ne va pas lui demander est-ce que A cause B, on va lui demander est-ce que A est un ancêtre de B. Alors là, on peut avoir l'impression que je fais du mal à des mouches, mais en termes ensuite d'agrégation du graphe et d'impact sur la logique pour créer le graphe final, ça change tout. Déjà, on relâche une contrainte cible. Cette contrainte reste cohérente par rapport à la recherche de causalité, donc on n'a pas abandonné la causalité comme l'ont fait les gens 3 publics plus tôt en disant en fait, cherchons des concepts parce que la causalité, ce n'est pas possible. On cherche une information moins précise, mais du coup, on aura des réponses qui ont beaucoup plus de chances d'être valables. Cette approche va aussi permettre d'avoir des métriques de résultats beaucoup plus intéressantes. Pourquoi? Parce que de 2021 à 2024, on avait des métriques qui étaient de dire est-ce que j'ai trouvé le bon graphe? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails du calcul de la métrique. Et dans plein de cas de figure, cette métrique était mauvaise. Alors qu'un graphe, on a des phénomènes de cycle, voilà, on a des phénomènes de nœuds isolés, et ces phénomènes sont importants. Là, avec cette considération, les auteurs proposent une métrique qui est moins directe, mais qui est beaucoup plus fiable pour questionner la pertinence de la découverte d'un graphe. Donc ça, c'est sur le plan théorique, mais il y a aussi, on va le voir, un intérêt sur le plan pratique, qui est qu'il propose une approche pour générer ce graphe de causalité qui est beaucoup plus pertinente. Et du coup, c'est quoi la solution? Et là, on retrouve ce syndrome du deep learning où, à passer une belle introduction, la réponse n'est pas très glorieuse, mais on est en empirisme en deep learning. Eh bien, on ne va pas travailler sur des couples d'informations, on va travailler sur des triplets. Alors, évidemment, on va beaucoup plus appeler le LLM, et ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le sens de l'histoire aujourd'hui, mais l'approche va être beaucoup plus stable. Et avant de passer d'ailleurs au slide suivant, je vais faire une parenthèse sur ce sens de l'histoire. Quand j'appelle, déjà, je prends toutes mes variables et j'appelle pour chaque couple de variables est-ce que A cause B, j'appelle mon LLM une tonne de fois. Là, je parle d'appeler pour chaque triplet, je vais l'appeler beaucoup plus. Je vous offre le calcul sur la combinatoire qui est associée. Oui. Et par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui dans les affirmations sur LinkedIn, c'est comme ça moi que je modélise le monde un peu business et commercial, on a l'impression que c'est idiot. J'appelle un super modèle qui coûte $20 de l'heure et il va raisonner. Non. Le problème, c'est que quand j'appelle un modèle en entrée-sortie, j'ai beau avoir derrière des sous-appels de LM, etc., je reste victime de ce modèle et j'aurai des hallucinations, j'aurai des cas d'erreur qui seront vraiment inacceptables. Ça, on n'en sort pas. Donc, effectivement, chaque fois qu'on veut sortir de l'aspect un peu magique, regardez, waouh, c'est une IA, elle vous répond, et qu'on veut rentrer plus dans l'approche pratique qui est, OK, j'ai de l'information et moi, je veux la structurer, cette information. Bon, mais là, je sors un peu de la magie et souvent, la réponse, c'est faire beaucoup plus d'appels LLM, mais des appels spécialisés. Souvent, ce qu'on entend en retour, c'est oui, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est pas vrai, parce que les modèles qu'on va appeler peuvent être beaucoup plus simples. Et en même temps, oui, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour justement pouvoir compenser ces erreurs de LLM et obtenir quelque chose de globalement plus stable. Et d'ailleurs, on a bientôt fini. Je vais vite, mon Dieu. J'espère que vous avez des questions. Quelle est l'approche? Et là, pour le coup, je me permets de détailler parce que ça, c'est quelque chose que nous, on a commencé à utiliser sur des projets internes et c'est quelque chose qui marche bien. On a donc des affirmations. Ici, A, B, C, D, ces affirmations, il a un cancer, il mange des moules, etc., etc. Sauf que, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les triplets possibles. ABC, BCD, ACD, ABD, etc., etc. Pas mal de combinatoires, mais N fois N-1 fois N-2. Ensuite, on va demander à des experts qui sont bruités une réponse. Et là, on remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est que les auteurs ont fait l'expérience en demandant à des LLM, du coup, de dire est-ce que A implique B ou est-ce que B implique C ou est-ce qu'il n'y a pas de lien. Et ils l'ont demandé aussi à des humains pour démontrer d'une manière un peu plus globale que oui, le fait d'interroger sur des triplets, par moyenne, donnait une meilleure qualité. Ces appels vont nous donner des sous-graphes. Et d'ailleurs, on va faire plusieurs appels. Là, on voit qu'on en a un qui nous dit que A implique B et implique C, l'autre qui dit A implique B puis implique C, et puis là, B implique C, c'est un autre graphe, et implique aussi D. On va avoir plein de réponses. Or, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une sorte de consensus.
Donc là, ben, on va retrouver une des composantes fondamentales du deep learning qui est, dans le doute, faisons des ensembles, faisons des moyennes. C'est encore d'actualité. Hein. Donc, effectivement, on a des cas de figure où, où C implique D, D implique C, et il n'y a pas de lien 4, 2, 2. On considère que là, il y a une annulation. Et d'ailleurs, C implique D. Donc, si elle a été gardée parce que C implique D était plus grand que D implique C et le non, excusez-moi. Et là, A implique B 4 fois, B implique A 2 fois et non 1. Notons que un intérêt d'avoir des triplets, c'est que des couples A vers B, on va en avoir plein. Ben, on va en avoir N-2 si N c'est le nombre d'éléments, parce qu'on aura ABC, ABD, ABE, ABF. Donc, on va réinterroger aussi le LM plusieurs fois. Et soyons honnêtes, dans l'approche du triplet, l'argument des auteurs, c'est de dire il y a moins de variables cachées. Un autre argument, c'est que ça permet d'avoir, et je crois beaucoup plus à ce deuxième argument qui est moins magique, mais qui est un peu plus concret, c'est qu'en fait, on multiplie les appels et donc on est un peu plus robuste, on est désespéré, on est en deep learning, on est un peu plus robuste aux erreurs ponctuelles. Au final, on va avoir notre graphe final, donc A implique B, A implique C, A implique D et C implique D, avec un ordre causal. Et ce graphe, ensuite, ben, on va pouvoir l'utiliser. Et ça, ben, il fallait un peu choisir ses combats. J'en ai pas trop parlé ici. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais peut-être faire un exposé dessus. Mais une fois qu'on a un graphe causal, que ce soit pour faire de la découverte ou pour accompagner de l'inférence, ben, ce graphe causal peut être très intéressant. Imaginons, j'ai un graphe causal, je veux poser une question à LLM, je reviens dans le paradigme initial, mais qui est là, c'est très présent en ce moment, ben, je peux le mettre en entrée, et quelque part, je vais rejouer un petit peu ce qui se passe quand j'appelle un chat GPT, R, je ne sais quoi, enfin, voilà les modèles qui résonnent. Ben, en fait, ces modèles qui résonnent souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils décomposent le problème et ils forcent différence ou LLM à gérer le problème. C'est ça qui se passe pour de vrai. Et on observe ça et on prétend que le modèle pense. Ouvrez, fermez les guillemets. Bon, ben là, en fait, on revient dans ce paradigme, sauf que le graphe, du coup, n'a pas été généré par un LLM. Nous l'avons généré et nous pouvons contrôler ce graphe. Donc, moi, à titre personnel, en tant qu'ingénieur qui vend à des clients des outils qui doivent marcher et pas de la magie, ben, je suis intéressé par un processus où j'ai un état intermédiaire que je peux contrôler, que je peux critiquer, que je peux soumettre à un expert, plutôt que d'avoir un gloubi-goulba générique et je vais prier à la fin, après avoir cramé 2 forêts amazoniennes, que la réponse soit bonne. Donc ce graphe causal est particulièrement intéressant. Et pour finir, et ça quand même c'est intéressant, ben, l'avantage de cette publi, et honnêtement, si vous devez en lire qu'une, je vous la conseille, celle-là, elle est vraiment très très belle, ben, c'est aussi qu'on a des métriques beaucoup plus pertinentes. Alors, on a différents datasets, bon voilà, on a des métriques, et on a une colonne où on a essayé juste en faisant des paires, et on a fait du chain of thought. Donc, chain of thought, pour rappel, c'est une des rares méthodes de prompting qui marche, qui est de donner des exemples au modèle dans le prompt de raisonnement liés à la question qui est posée. On est toujours désespéré. Et donc, à droite en triplet. Et donc, on a des métriques qui sont assez intéressantes. DTOP, c'est une métrique sur la qualité topologique du graphe. SHD, c'était l'ancienne métrique. Et on observe d'ailleurs que le SHD, typiquement, on est sur Earthquake, il reste quasiment constant ici. Donc, on voit que le fait de vouloir générer un graphe causal et de mesurer ça nous rendait aveugles en termes de métriques sur la qualité de ce qu'on faisait. Et 2 autres métriques qui sont très importantes, c'est le nombre de cycles. Un cycle, c'est quand je peux boucler dans mon graphe. Or, qui dit graphe causal dit absence de cycle. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à me pinguer. Mais quand on a un graphe de causalité, ben on veut des causes et des conséquences. Donc, à moins de modifier la réalité ou d'avoir une modélisation critiquable du problème, on n'a pas envie de voir un rond et de pouvoir retourner à une cause depuis la conséquence. Et INTN, IN, c'est le nombre de nœuds isolés. Et pareil, on ne veut pas de nœuds isolés. Si j'ai un nœud qui n'est cause de rien ou conséquence de rien, ben, il ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce que j'observe? Bon, sur Earthquake, au final, ce n'est pas très différent. Par contre, j'observe que sur un autre dataset, ben là, le nombre de cycles a disparu énormément par rapport aux paires des triplets, et même la métrique de SHD est devenue pertinente. Alors, par contre, et là, je suis moins content, je vous prie de m'excuser, 150 cuissons des deux côtés. Mal au CFR. Excusez-moi, c'était des consignes pour mes enfants pour préparer le four pour la pizza. Parce qu'il y a une pizza après la conférence. Bon, c'est bientôt fini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé ce qui se passait en appelant des LLM, mais aussi des humains. Et force est de reconnaître que quand on demande à des humains de qualifier des couples d'affirmations, eh ben, on a une qualité bien moindre.
que quand on demande à qualifier des triplets, avec notamment une disparition du nombre de cycles. Quelle conclusion on peut donner de tout ça? Eh bien, en fait, aujourd'hui, la recherche de causalité pose des problèmes fondamentaux. Déjà, des vrais problèmes théoriques. Hein. On a beau eu en 2021 avoir des auteurs qui ont dit il faut faire ça, ben ensuite, on s'est tapé des murs. Est-ce que ce graphe causal existe? Vraie question. Chercher un truc qui n'existe pas, c'est complexe. Est-ce que nous sommes capables de le déterminer? Ben, dans certains cas, oui. Hein. Je manipule un bras robot, je suis un système physique. Bon, il y aura des limites effectivement aux choses, mais dans la majorité des cas, je sais comment marche la physique, merci Newton, je peux bosser. Par contre, si on parle de diagnostic médical, on ne va pas trouver un graphe causal. Enfin, un peu de recul. Aujourd'hui, la médecine, c'est une science, ça fait 3000 ans qu'on essaie de soigner les gens. Il y a 200 ans, on buvait leur urine pour savoir s'ils étaient malades en France. Voilà. J'aime beaucoup le monde de la médecine, mais il faut garder du recul par rapport à ce que la science aujourd'hui peut affirmer. Et donc, aujourd'hui, ce graphe causal, si on l'avait, on serait bien heureux, mais on ne l'a pas. Et donc, ce qu'on peut espérer plutôt, c'est projeter l'information sous une forme de graphe causal compréhensible par le praticien. Mais attention, on a déplacé le problème. On ne veut plus un graphe causal fondamental, on veut une information qui soit exploitable pour manipuler d'autres informations ou pour accompagner un expert. Et puis, on a des problèmes pratiques aussi, qui est que naïvement, si je veux travailler en causalité, il me faut des datasets gigantesques. Donc, on peut acter que les affirmations de raisonnement des LLM, en fait, posent problème. Et en fait, d'où elles viennent, ces affirmations de raisonnement? Elles viennent de scores obtenus sur des benchmarks qui sont empiriques. Je veux dire, je dis que moi, LLM raisonne, j'ai le droit, la police ne va pas débarquer chez moi. Mais pour de vrai, qu'est-ce qu'on observe? On lui file, par exemple, des problèmes de mathématiques complexes. Est-ce qu'il a trouvé la réponse? C'est ça l'observation qui permet d'obtenir un pourcentage final de score pour dire oui, ça marche, non, ça ne marche pas. On n'observe pas un raisonnement. On observe une bonne réponse via un gloubi-boulga qu'on maîtrise mal. Effectivement, le chain of thought permet d'observer quelles questions sont posées au LLM, donc on gagne, et c'est bien, en granularité sur les appels, mais on reste sur des modèles stochastiques qui sont extrêmement limités. Et d'ailleurs, petit aparté, peut-être l'avez-vous suivi, mais on a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, que le dataset mathématique que le nouveau ChatGPT avait réussi à plier, c'était une révolution. Eh bien, on a découvert bien après coup que ce dataset avait été cofinancé par OpenAI, ce qui nuit un peu à la crédibilité de la chose. Ceci dit, il ne faut pas s'arrêter là, parce que même si effectivement on a des murs, et j'ai envie de dire que des murs, on en a dans tout le domaine du deep learning, on peut avoir des applications pratiques. Et ça, nous, aujourd'hui, on travaille sur des sujets et on exploite notamment de la recherche de causalité pour mieux structurer de l'information. Ça peut être la classification de textes courts, ça peut être l'identification d'un nœud manquant, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce domaine, en fait, est très lié au sujet de l'interprétabilité. Donc, peut-être pour vous offrir une conclusion finale, la causalité aujourd'hui, c'est une direction qui peut être très intéressante. Et si vous n'êtes pas dans une approche magique, mais dans une approche vraiment d'accompagner des experts, eh bien, l'information sous forme de graphe, c'est une information qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à manipuler. Et donc, en assistance à des experts humains, ça peut être très intéressant pour agréger une information et quelque part créer ou co-créer des référentiels. On parlera d'ontologie. Et d'ailleurs, quand on fait de la classification, quand on fait du travail sur une base documentaire avec la volonté de structurer des choses, eh bien, on travaille sur des ontologies. Et un autre point qui peut être intéressant, c'est le domaine du renforcement. Pourquoi? Parce que le renforcement, je ne suis plus sur un dataset, je suis sur un simulateur et je cherche à entraîner un agent à trouver les bonnes actions pour adresser un résultat. Et là, comme on est face à un simulateur qui réagit dynamiquement, certes avec tous ses défauts, eh bien, on peut espérer, quelque part, apprendre un graphe de relation. Et c'est peut-être là que la causalité va pouvoir nous donner des résultats pertinents. Sur ce, il nous reste 5 minutes. Déjà, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à critiquer. Vous ne me vexerez pas. Si vous avez des questions, je vous en prie. Les questions arrivent. C'est cool. Et si jamais vous êtes content, sachez que la prochaine conférence qu'on fera du coup en mars sera sur le GraphRag. Donc, Retrieval Augmented Generation, oui, j'ai une base documentaire et j'espère, en priant les dieux et en ayant les bons os de poulet, trouver la bonne info dedans. Il y a des choses intéressantes qui se font en exploitant des graphes. Et on fera une petite passe dessus parce qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Alors, je crois que j'ai une question. Comment faire le lien avec les LLM qui annoncent et qui donc donnent des causes? Fake LLM. Bonne question. Alors, l'explicabilité, aujourd'hui, c'est un champ de bataille. Pourquoi? Parce que le moindre acteur veut dire qu'il est explicable.
On a l'AI Act qui insiste quand même beaucoup dessus, même s'ils sont conscients de certaines limites. Et tous les outils IA aujourd'hui sont arrivés à ce phénomène de « Hey, il dit ça et c'est pas vrai », ou alors il dit ça mais je suis pas sûr, comment? Donc l'explicabilité au sens scientifiquement, je veux expliquer ce qui s'est passé dans mon réseau de neurones, aujourd'hui ça ne marche pas. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent être utilisées en assistance pour faire de l'alerte. On a le neuron coverage, on identifie les opérateurs mathématiques les plus précis et on regarde quand ils sortent de leur valeur, mais pour en avoir fait beaucoup, en fait, une fois sur deux, ça ne marche pas du tout et on ne sait pas pourquoi. On a la notion d'embeddings, on peut essayer de travailler. Et pour les LLM, aujourd'hui, ce qui est le plus crédible, et d'ailleurs OpenAI en avait parlé, c'est ce qu'on appelle le sparse auto-encoding. On a un embedding et on va voir si on ne peut pas prendre ce vecteur qui contient toute l'information, mais qu'on ne sait pas trop manipuler, et l'exploser sur plein de petites dimensions, mais avec très peu qui sont activés pour trouver des concepts. Le problème, c'est que c'est empirique. Ceci dit, il y a des approches qui sont intéressantes, que j'ai observées, où là, un LLM va faire de la recherche et il va donner des sources. Autrement dit, on ne parle plus d'interprétabilité qui est « voilà pourquoi j'ai dit ça », mais de donner à l'utilisateur humain « voilà où j'ai trouvé l'information ». Cette deuxième forme d'interprétabilité, qui nous fait beaucoup moins rêver scientifiquement, elle, j'y crois, et nous, on l'a fait. Pourquoi? Parce que, alors il y a plusieurs religions, mais moi, ma religion en IA, c'est de dire, je veux un outil IA, je vais avoir des problèmes, et il faut que je puisse savoir quoi faire dans ces problèmes. Et comme je n'ai pas de solution scientifique, eh bien, je vais avoir besoin de demander l'avis d'un expert humain, et donc mon problème, pour être pertinent, c'est minimiser le temps de cet expert humain. Si mon expert humain passe à peu près le même temps à vérifier les résultats de l'IA qu'à travailler, ce que je fais ne sert à rien. Par contre, s'il va 10 fois plus vite et que directement, il voit l'information pertinente, là, c'est intéressant. Et là, on est sur une question qui est plus trop de la recherche, mais de l'engineering, voire même de la conduite du changement, ce qu'on fait beaucoup pour certains clients, voire même de l'utilisation, qui est de questionner un petit peu quelle information on donne. Et donc, il y a des LLM qui vont vous dire, je vous dis que Emmanuel Macron est président de la République parce que j'ai trouvé le site de l'Élysée et voilà la source. Bon, ça, c'est pas de l'explicabilité au sens interne, mais c'est un mécanisme qui permet à un expert humain de vérifier ce qu'il dit. Et ça, c'est relativement pertinent. Alors Eric, merci pour l'exposé. En fait, quand je t'écoute, je suis toujours un peu troublé par, je dirais, les règles du monde réel et les règles qu'on trouve dans les LLM qui sont des règles du langage, qui sont de représentation, en fait. Et c'était un peu ambigu dans ton discours quand tu parles de causalité, si c'est une causalité dans cet espace du langage ou une causalité dans le monde réel. Et si j'essaye de comprendre un petit peu la proposition qui est faite dans les articles, c'est d'appliquer une structure ou une architecture qui permette, si tu veux, de contraindre je dirais, cette insensibilité au temps, par exemple, qu'on aurait dans le langage, qu'on la projette sur ces modèles de langage. C'est une façon, je dirais, très haut niveau d'exprimer ce que j'ai compris. C'est une excellente question, et en fait, cette ambiguïté existe même dans les travaux de causalité. Parce que si je reprends les travaux initiaux de 2021 du Causal Representation Learning, l'enjeu, c'est vraiment trouver les causes réelles. Sauf que ce domaine-là, cette question-là, aujourd'hui, théoriquement, on arrive sur des gros murs. Et on a des vrais problèmes. Et dès lors que j'exploite des LLM, effectivement, je fais un passage qui n'est pas innocent, où en fait, j'espère trouver un graphe par un LLM qui, lui, au final, ne sait manipuler que du texte. Et effectivement, un des immenses problèmes qui se posent, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils, les LLM, dont on sait qu'ils sont entraînés statistiquement, on sait qu'ils font de la corrélation statistique, oui, mais force est de reconnaître que par agrégation et par leur taille, ils arrivent quand même à proposer des réponses à des questions qui vont au-delà de cette corrélation statistique. Et c'est cet entre-deux qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à identifier, parce qu'on sait ce qui se passe fondamentalement, mais on n'est pas capable de dire « Ok, parce qu'il fait de la relation statistique entre des mots, il est capable de répondre à la question ». On a là un ravin qu'on n'est pas capable d'expliquer, et en même temps, on observe qu'il va répondre à la question, il va toujours répondre. Dans certains cas, il sera bon, dans certains cas, il sera mauvais. Et c'est pour ça que l'effort, et c'est notamment l'effort de la publique qui fait des triplets, se porte beaucoup sur un effet de lissage de moyenne sur les sorties du LLM et de le considérer comme une source d'information qui est vraie dans une majorité de cas. Mais quand tu parles de lissage, on a l'impression d'un pur traitement statistique. Or, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément juste ça. Il y a quand même des contraintes. En fait, on est sur un problème de matching avec des contraintes.
Alors, je me permets de reprendre ça. Dans ce travail-là, le lissage, c'est vraiment en fait de la moyenne, hein. On a appelé plein de c'est des fois en votes. fait la variable A et B. Dans 4 fois A a impliqué B, dans 2 fois B a impliqué A, on considère que A implique B. Et ça, je me permets d'insister là-dessus. Et pour moi, ça, c'est ça qui est justement la démonstration que pour de vrai, on manipule des trucs empiriquement qu'on maîtrise mal, c'est qu'on n'arrive pas à se passer de cet effet d'ensemble, complètement. D'accord. Donc, en fait, on reste en dehors de la causalité parce que on repose sur un vote statistique et pas du tout sur une contrainte physique ou une contrainte du monde réel sur le raisonnement. Complètement. Et c'est pour ça que là, moi, je vois plus ça vraiment comme de la causalité, même si le domaine de recherche est la causalité, je le vois comme un moyen de structurer l'information en graphe et de pouvoir mieux interagir avec des experts, parce qu'un graphe, c'est une information qui est facilement compréhensible et qui peut modéliser pas mal de choses. Mais pour moi, on n'est plus en causalité théorique, complètement. Du coup, j'ai une question pour rebondir sur ce qu'Henri vient de dire. Est-ce qu'en fait, tu nous en as mis plein la tête, c'était extrêmement intéressant, mais justement, j'ai l'impression que là, on arrive à la base de toute démarche scientifique en réalité. Déterminer la causalité, c'est genre le travail de la science. Et du coup, ma question qui n'a peut-être aucun sens, et je m'en excuse, mais tu sais que moi, je suis là pour mettre les pieds dans le plat. Le fait que, en fait, la science, chaque théorème est construit, en tout cas d'un point de vue physique, est construit pour correspondre à l'ensemble des données qu'on a à un instant T, et la théorie est valable jusqu'à ce qu'on ait un cas qui nous dit ah bon ben en fait non, là ça marche plus. La physique est construite de manière statistique en réalité. Donc en fait, est-ce que ça a du sens d'essayer de s'extraire d'une construction statistique côté IA? Je ne sais pas si ma question avait du sens. Mais ta question fait sens, et de toute façon, il faut jamais laisser les plats sans pied dedans. Honnêtement, ça c'est triste. Plusieurs questions. Je vais prendre dans l'autre sens. Alors attention, là, l'argument de Bengio et compagnie en 2021, c'est sur l'entraînement des modèles. C'est vraiment une critique de on entraîne des modèles uniquement sur la corrélation statistique, il faut en sortir. Premier point. Deuxième point, et rentrons dans l'épistémologie parce que c'est ça dont on parle, l'épistémologie, ce n'est pas de dire le vrai. L'épistémologie, c'est d'avoir un système de règles et d'observer par l'expérimentation, que je vais distinguer de la donnée, tu vas voir pourquoi, que cette théorie est valable. Et effectivement, ce que dit Bachelard, hein, pour rendre à César ce qui appartient à César, ou je pourrais citer Descartes, c'est qu'une théorie n'est pas vraie par défaut. Une théorie est vraie jusqu'au moment où une nouvelle expérimentation contredit la théorie. Et c'est la démarche scientifique, effectivement. Donc, on pourrait considérer, d'un point de vue épistémologique, que ce n'est pas possible. L'argument de Bengio, c'est pas de dire il faut qu'on trouve la causalité ultime. D'ailleurs, une des morales de 4 ans de recherche, c'est que c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'existe pas. Alors, c'est dit de plein de manières différentes. Il faut voir qu'on est sur des chercheurs qui doivent publier, etc. Enfin bon, il y a plein de problèmes au monde de la recherche, mais énoncer, traiter théoriquement, c'est juste impossible à adresser, effectivement. Après, l'enjeu, de toute façon, ce serait pas forcément de plier le sujet, mais quand même de trouver des éléments qui en entraînent d'autres, ou justement d'aller chercher des concepts plus fondamentaux pour s'extraire de cette inférence statistique deep learning. Donc, c'est plus une direction. Et quelque part, moi, je le vois vraiment, cet appel, comme une volonté de dire il faut qu'on change de méthode pour entraîner nos modèles. Et d'ailleurs, on pourrait faire le lien avec les Physics Informed Neural Networks, qui est un vrai travail de recherche depuis 2016, qui cherche à modéliser des relations physiques dans la donnée qui est observée. Ce qui déjà serait un pas dans le bon sens. Mais effectivement, la conclusion du calme de Rives 2024, et donc à mon avis, sur les 2-3 prochaines années, à moins d'une révolution, ce qui est toujours possible dans le domaine, c'est que effectivement, la causalité, même au sens pas absolu, mais déjà au sens découvert dans un environnement, eh bien, on ne sait pas faire. Et c'est pour ça que je finissais sur le renforcement, c'est que de toute façon, quand on voit aujourd'hui tous les problèmes qu'on a sur des datasets pourtant qu'on utilise depuis 10 ans, où on se rend compte 10 ans plus tard qu'il y a d'autres biais qu'on n'avait pas trouvés, etc., ou que les volumétries sont insuffisantes. En médical, la volumétrie, c'est le problème numéro 0. Bon, effectivement, il y a une limite. Je ne suis pas sûr que ma réponse était très claire. Si. Mais oui, si. Non, si. Mais en fait, le sujet est complexe. Moi, ce que je trouvais ça intéressant, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, déjà parce que je convulse chaque fois que je vois une ILM qui résonne sur LinkedIn, et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller chercher la recherche de pointe pour non pas juste pérorer, comme je sais le faire avec beaucoup de talent, mais donner des arguments académiques et derrière, néanmoins, en sortir un peu les approches pratiques qui permettent de travailler.
Nous, utiliser du graphe de causalité, tu le sais mieux que moi, on en fait notamment dans certains documentaires, et ça a un intérêt énorme pour peu que ce soit qualifié de manière à échanger, à interagir avec un expert métier. Mais voilà, on est dans l'empirisme, donc le but, c'est faire le meilleur outil possible et qu'il soit contrôlé, mais sans avoir de prétention au-delà de ça. Monsieur Barrault, vous avez une question? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, c'est plus sur réaction et être sûr que j'ai bien compris et qu'on est aligné là-dessus. C'est que dans le papier de 2021, du coup, ils font une invitation à dépasser cette inférence statistique. Oui. Mais en pratique, ce qui est fait à date et ce qui est présenté dans les articles les plus récents, c'est plutôt une surcouche, mais on est toujours, entre guillemets, prisonnier de l'induction qui semble mieux marcher que la déduction, enfin, si je reprends un peu le débat épistémologique précédent, et sur le fait qu'on entraîne des modèles avec des gros jeux de données, ça marche et d'un point de vue statistique, on est content, et derrière, on fait des surcouches causales, mais on n'a pas du tout eu de changement de paradigme dans aucun des articles qui a été mentionné, non? Alors, oui, ceci dit, le dernier public que j'ai donné, qui, elle, cherche justement à travailler sur un ordre de causalité topologique, elle a beaucoup entraîné de débats en causalité, parce qu'elle a été identifiée par ceux qui ont animé le workshop du calme comme peut-être un moyen justement de sortir des blocages qu'on a. Et là-dessus, elle n'est pas inintéressante. Mais à part cette note d'espoir, à date, effectivement, c'est un échec et on n'arrive toujours pas à sortir de ce paradigme qui est, en fait, si je veux un truc qui marche, j'entraîne le truc le plus gros possible et waouh, regardez, ça marche, par contre, je ne contrôle rien. Et si je veux un outil contrôlé, maîtrisé, là, en fait, les gros trucs, je vais les utiliser, mais d'un point de vue beaucoup plus précis. Et justement, je vais faire vraiment en fait de l'architecture pour les spécialiser, les tester, pour en fait remettre dans le système la capacité à tester, à itérer, à corriger des choses qui sont indispensables à tout outil informatique et qu'aujourd'hui encore en deep learning, on a beaucoup de mal à faire. Complètement d'accord. C'est un peu comme si on avait un super cheval et qu'on lui mettait plein d'œillères, quoi. On peut le voir comme ça. On croit que c'est un cheval. Enfin, en tout cas, il y a 4 pattes. Enfin, en tout cas, il s'est déjà déplacé. Vous savez, il est vraiment fort. Je pense qu'on est d'accord. Du coup, si je reformule la question, parce que comme on est au cœur de l'épistémologie, pour moi, c'est ça qui rend le sujet hyper complexe. En fait, là, le dernier article extrait de la causalité à partir d'une inférence statistique. En fait, il fait une inférence statistique sur les causalités possibles. Oui. Pour l'extraction du graphe. Oui. OK. Mais en fait, ce qui change, c'est que au lieu d'essayer de trouver le graphe causal ou de trouver la relation de causalité, il est sur une notion d'ancêtre. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est plus large. Qui relâche les choses, qui permet des erreurs. En fait, cette approche en fait, de chercher l'ancêtre permet d'être beaucoup plus robuste aux erreurs ponctuelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il essaye avec des humains comme avec des LLM. Hein. Et c'est là-dessus que c'est intéressant. OK. Hop, s'il y a une autre question, je vous en prie. Je vous rappelle que s'il y a des questions qui sont soumises à confidentialité, vous nous contactez par les moyens numériques de votre choix, nous vous répondrons. Et sinon, je vais vous souhaiter un excellent appétit parce que là, j'ai 2 enfants qui me regardent et qui en plus ont mis le four en préchauffage il y a 12 minutes et mon stress augmente. Je vous avoue. Mais tout va bien se passer, évidemment. Ça ne brûle pas du tout derrière moi. On ne va pas les affamer, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre un four allumé trop longtemps et une pizza cramée? Voilà, c'est ça la question. Écoute, c'est que statistique. C'est que des mots, tout ça. Le monde n'est que langage. Bon, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que c'était intéressant et j'espère au mois prochain. Bon appétit à vous. Au revoir.